Merci Frédéric, et on va enchaîner avec notre dossier. Ce soir, nous l'avons intitulé « La folie des beaux livres ». Alors, il faut savoir que Noël approche, ça, vous l'aviez tous remarqué, et c'est peut-être l'occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir avec un beau livre, sachant qu'un beau livre, c'est aussi un bel objet, et parfois même un objet décoratif. On va en parler abondamment ce soir avec nos invités. Je vous les présente. Tout d'abord, Geneviève Rudolph. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice éditoriale des éditions Citadel et Masneau, qui sont précisément spécialisées dans les beaux, voire les très beaux livres. Séverin Cassan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général délégué des éditions La Martinière. Vous proposez, vous aussi, de beaux livres. Alors, je précise tout de suite qu'il y a plein d'autres maisons d'édition. Je pense aux Chênes, je pense à Textuel, je pense à Grund, je pense évidemment aux éditions Taschen et à d'autres que je ne citerai pas, mais vous pouvez aller voir un petit peu ce que proposent ces maisons, que ce soit sur Internet ou dans les librairies. En tout cas, vous devez savoir aussi que le chanteur Amir vient de lancer une opération qui s'intitule « La culture souffre ». La culture s'offre. Regardez, on comprend tout lorsqu'on voit le logo. Il suffit d'enlever une lettre et de mettre une apostrophe. Et tout ça, eh bien, c'est pour inciter les Français à Noël à offrir quelque chose de culturel, qu'il s'agisse d'un beau livre, comme on va en parler ce soir, ou d'un ticket pour entrer, pour aller voir un concert qui aura lieu on ne sait quand, ou je ne sais quoi encore, un disque, etc., etc. D'ailleurs, il en sera largement question à 23h50 dans la chronique culturelle d'Isabelle Layer dans la grande session d'information de France Info qui sera présentée par Martin Baumer. Voilà, je referme la parenthèse et je me tourne maintenant vers Leslie Cadiou qui se trouve devant notre écran géant et interactif. Bonsoir Leslie. Bonsoir Patrice. Alors Leslie, un livre, ça sert évidemment à lire, mais vous allez me reprendre tout de suite à la volée et me dire... Pas qu'à ça. Oui, un beau livre, ça ne sert pas qu'à être lu, ça sert aussi à être feuilleté une fois, deux fois, trois fois. Un beau livre, c'est aussi un livre intergénérationnel qui va plaire aussi bien aux petits qu'aux grands, mais ça peut aussi être un objet de décoration. Savez-vous qu'en anglais, on appelle ça un coffee table book, littéralement un livre de table basse. On va le laisser poser nonchalamment dans sa bibliothèque ou dans son salon. Et pour beaucoup, c'est aussi l'occasion d'offrir quelque chose de personnalisé. Écoutez, des adeptes de beaux livres. On sait ce que la personne aime, donc on sait vers quoi se tourner plus facilement. Je trouve que c'est des beaux cadeaux. Moi, j'adore ça, recevoir des livres. En tout cas, j'en ai plein. C'est une sensation de s'évader un petit peu, de sortir du quotidien. Et puis de rêver un petit peu, puis de connaître en fait tous les pays que l'on peut visiter en lisant les livres. Et dans les thématiques qui se vendent le plus, on a tout d'abord les livres de photographie en hommage à des musiciens ou des peintres, les livres de cuisine et les catalogues d'exposition. L'année dernière, le Louvre a fait une exposition sur Léonard de Vinci. Le catalogue s'est vendu à 25 000 exemplaires. Autre livre qui atteint des records, celui de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel, déjà vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Merci Leslie, 3 millions d'exemplaires. Je me tourne vers les éditeurs, là, vous avez les étoiles dans les yeux. Quand, ça fait... C'était chez vous d'ailleurs, non ? Oui. Alors, 3 millions d'exemplaires, avec ça vous êtes tranquille pendant 25 ans, non, à la Martinière ? Oui, alors c'est, je crois, le livre de photographie le plus vendu de l'histoire. Ouais. C'est une histoire extraordinaire qu'Hervé de la Martinière a réussi avec Yann Arthus Bertrand. Depuis, le marché du beau livre a connu beaucoup d'avatars, beaucoup de bouleversements. Et le reportage que vous montriez était très, très parlant là-dessus, parce qu'effectivement, c'est beaucoup un livre cadeau. Voilà, donc on entre vraiment dans la période du beau livre par excellence. Aux éditions de la Martinière, c'est 40% de notre chiffre d'affaires sur les beaux livres qui est fait en novembre et décembre. Et puis, c'est quelque chose que l'on offre ou que l'on s'offre pour s'évader. Et peut-être qu'on en parlera avec Madame Peters. En ce moment, on a besoin de cette évasion et de ce plaisir de voyager de manière immobile, mais de voyager malgré tout. Voilà. Alors, quand on regarde un petit peu ce que proposent toutes les maisons d'édition dont vous êtes, on est frappé par l'extraordinaire éclectisme de ce que vous proposez. Néanmoins, est-ce que vous respectez certaines règles ? Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale à l'intérieur de chaque maison ? Et si oui, comment se définit-elle ? Alors tout à fait. Pour notre part, chez Citadel et Masneau, on est spécialisé sur le livre d'histoire de l'art, de beaux-arts proprement dit. Donc on s'oriente vers des sujets de civilisation, de patrimoine, des monographies d'artistes,
Les sujets sont choisis en fonction de notre catalogue, des différentes collections qu'on a. Et en fonction un petit peu de l'actualité parfois, mais généralement, toutes les créations qu'on fait, on va dire qu'elles sont plutôt atemporelles. On va choisir de grands artistes, des artistes sur lesquels il y a des lacunes dans la bibliographie, puisqu'on essaye de proposer toujours une vision renouvelée du point de vue scientifique au lecteur, d'allier vraiment le contenu scientifique à la qualité de l'iconographie, à la qualité de la réalisation matérielle. Alors, vous parlez de renouveler. Là, par exemple, on voit un très beau livre consacré au peintre Modigliani. Qu'est-ce qu'en 2020, on peut dire de plus qui n'ait déjà été dit ? Comment se conçoit un livre ? Il faut un angle particulier ? On reprend tout ce qui a déjà été dit, on essaie d'ajouter quelque chose ? On va chercher le big spécialiste mondial du peintre en question ? Alors, le big spécialiste, en l'occurrence, c'est Thierry Dufresne, à qui on a commandé cet ouvrage. Il est universitaire, la plupart de nos auteurs sont universitaires, conservateurs, historiens de l'art. Et là, en l'occurrence, le propos était de montrer comment la légende, on pouvait dépasser la légende de Modigliani qui avait bien éclipsé son œuvre, en fait, l'appréciation de son œuvre. Parce que c'est vrai que c'est un artiste qui est mort jeune, il est mort à 35 ans, qui a eu donc une carrière fulgurante. Et il s'adonnait à la boisson, à l'alcool, il aimait les femmes, enfin bon, il avait tout d'un artiste maudit. D'ailleurs, à l'époque, on le surnommait Maudit, M-O-D-I. Et nous, le propos, c'était de servir une autre image, une autre réalité de Modigliani, qui est celle de l'histoire, de ses origines juives séfarades. Il était italien d'origine, aussi de montrer à quel point il avait une fibre sociale qu'on retrouve dans sa peinture, dans tous les très nombreux portraits qu'il a faits, de la société parisienne de son époque, des artistes qui l'entouraient, mais aussi des ouvriers, des petites gens. Et donc ça, c'est une approche qui est assez nouvelle. Alors, chez Citadel, on est très spécialisé, vous l'avez dit, dans les livres d'art. Chez vous, on est peut-être un peu plus éclectique. Comment se prennent les décisions ? Alors, vous avez raison, on est un peu plus généraliste, même si on a des lignes de force autour de la gastronomie, autour de la photographie, qui est l'ADN originel des éditions de La Martinière, autour du voyage. Alors, comment se prennent les décisions ? Il y a deux grands courants, si j'ose dire. Il y a des projets qu'on nous apporte. Voilà, et on a un comité éditorial et on prend le responsable éditorial d'un segment, porte ce projet, le défend, en discute avec les équipes. Parce que vous évoquez l'économie du beau livre. Ce sont des équipes projets vraiment qu'à chaque fois on met en œuvre. Il y a un maquettiste, un fabricant, un iconographe, un photographe, un illustrateur, un éditeur évidemment, etc. Donc soit un projet qu'on nous apporte, soit on détecte sur le marché. On détecte dans l'air un besoin, une envie, un besoin en tout cas tacite, une attente, quelque chose. On parlera peut-être tout à l'heure d'un ouvrage, un très bel ouvrage sur l'histoire du manga. Voilà. Ouais. C'est le manga. Allons-y justement. Le manga, c'est vrai qu'on est en France, on se dit bon, a priori, c'est un truc japonais, et vous avez choisi de proposer à Noël un livre sur les mangas. Absolument, parce que c'est un phénomène. C'est parce que vous l'avez senti Alors parce qu'on fait partie d'un grand groupe d'édition dans lequel il y a une très belle marque qui s'appelle Kana, une maison d'édition spécialisée dans le manga, et depuis 20 ans, le manga qui était un peu décrié ou en tout cas regardé de haut par le monde de l'édition classique, par les lecteurs il y a 20 ans, aujourd'hui un phénomène de société. Beaucoup de jeunes lecteurs rentrent par le manga. Voilà. Et dans ce genre de livre, on ne va pas avoir que des dessins, on va avoir des explications sur le succès de ce type de livre et de littérature, entre guillemets. Exactement. Voilà. Ouais. Donc on comprend la genèse d'un manga jusqu'au bout. Donc c'est vraiment la Bible sur cet art. Et c'est intéressant parce que je pense à ce livre en particulier parce que c'est un format plus compact. Vous évoquiez les acheteurs un peu type des beaux livres. En l'occurrence, on essaye d'aller chercher un autre lectorat avec des formats plus accessibles en termes de prix, en termes de format, plus compact, qu'on peut lire. Vous savez, les beaux livres, parfois, on voyait La Terre vue du ciel, c'était un gros livre. Oui, c'était Coffee Table Book, comme disait votre consoeur. On devait se pencher dessus. Maintenant, avec le smartphone, avec Internet, on est habitué à être assis tranquillement, etc. Et il faut que le beau livre arrive aussi dans ce mode de consommation de la culture, de la connaissance. Voilà. Et donc, c'est des formats aussi plus compacts, plus faciles à appréhender ainsi. Alors, Sophie Peeters vous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Elle note tout ce que vous dites, elle note chaque mot. Sophie, est-ce que ça vous étonne que le livre devienne
à ce point un bel objet, presque un objet sacralisé. On va le mettre sur une table, l'exposer. Parce qu'un livre, c'est pas n'importe quel cadeau, c'est pas n'importe quoi. Ouais, non seulement c'est pas n'importe quel cadeau, parce que ça s'adresse à une personne, ça cible ses goûts, ça cible donc un peu aussi quand même son âme, quelque chose de lui d'intime, enfin, ou d'elle. Et puis surtout, et c'est un peu ce qui a été dit, c'est que ce beau livre, surtout, c'est précieux en ce moment parce que c'est un temps suspendu. Alors vous me direz, on est en confinement, déjà tous un peu suspendu, mais justement le beau livre, c'est un peu le voyage immobile, c'est quand même le moment où vous vous posez. Et vous savez, dans le temps, on faisait des albums photos. Moi, j'ai le sentiment que le beau livre, c'est le moment où on peut se poser, alors en famille, j'espère un peu à Noël, mais on va l'ouvrir parce qu'on l'offre, on va le regarder ensemble, on va s'extasier. Si c'est un pays, on va dire j'y suis allée. Si c'est une personne, on va dire bah je le connais. On parlait de Trintignant tout à l'heure avant l'émission, il y a un très beau livre qui sort. Bah, voilà, ça peut enthousiasmer certaines personnes. Donc ça crée du partage, ça crée ce que crée sans doute il y a très fort longtemps donc les albums photos. Ça crée aussi une image immobile qui, par rapport à la vidéo, pour notre cerveau, par rapport à notre regard, fait qu'on fixe. Et dès lors que l'individu fixe une image, son imaginaire va se fixer dedans, peut y rentrer. Ce qu'on ne peut pas faire voilà, avec la télévision ou la vidéo. Et avec le livre, oui. Donc pourquoi je parle de voyage immobile ? C'est très important parce que notre imaginaire aujourd'hui, sur le plan psychique, il n'est pas assez sollicité. Vraiment, on est trop voilà, on est mécanisé. C'est pas bon pour notre cerveau, c'est pas bon pour notre psychisme qui a besoin d'images, de ressources. Alors voilà, le beau livre, je pense que c'est une alimentation saine et équilibrée, je pourrais dire, pour notre psychisme. Ouais. Est-ce que vous confirmez qu'il y a un regain d'intérêt pour l'art en général, ou j'allais dire pour les belles choses, les beaux sujets? Alors, c'est sûr qu'il y a des passionnés, hein. Il y a des passionnés, il y a des amateurs. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine démocratisation hein, qui s'est fait ces dernières dizaines d'années. Les gens voyagent plus, vont plus dans les musées. Tout à fait. Les musées proposent des offres intéressantes. C'est très important aussi pour le jeune public hein, d'être sensibilisé à l'art très jeune. Ça, je me permets d'insister là-dessus parce que le regard doit se former. Et c'est avec la spontanéité, vous pourrez nous en parler, d'un enfant hein, qu'il faut réapprendre à voir les œuvres d'art. Au-delà des connaissances, ce regard, il est très important de le réenchanter, hein, de retrouver cette capacité d'émerveillement qu'on peut perdre justement à force d'être abreuvé d'un flot d'images, un flot d'informations qui sont pas toujours bien nivelé en fait. Donc le livre d'art, c'est vrai que je pense qu'il a un bel avenir devant lui et que c'est vrai qu'on remarque, en tout cas pour notre part, une appétence vraiment des lecteurs pour des très beaux livres, hein, des livres avec des façonnages très soignés, en quelque sorte des objets en fait, hein, qui nous sortent un peu de nos écrans. Hein, et qui nous offre une promenade à l'image de ce qu'on peut avoir dans un musée. Là, on est un peu dans un musée imaginaire. Dans sa bibliothèque, on constitue un peu son musée imaginaire. Ah, c'est vrai qu'Hassan le disait tout à l'heure, habituellement, un livre, il y a l'auteur, l'éditeur, le distributeur, hein, éventuellement le correcteur qui vient s'insinuer là-dedans. Il y a beaucoup de monde. Hein. Oui, mais alors là, il y a du monde. Mise en page, oui. Photographie, machin. Tout à fait. Bon, moi, j'ai envie de vous demander, d'abord, est-ce que c'est une économie viable ? Est-ce qu'on gagne sa vie avec les beaux livres ou on le fait pour l'image ? Parce qu'il y a du monde à rémunérer. Et les photos, ça coûte très cher. C'est une économie compliquée. Ça explique aussi que le marché a beaucoup évolué ces dernières années, avec un lectorat aussi. Enfin, on a connu une profusion de contenu qu'on connaît encore aujourd'hui avec l'émergence d'Internet et du smartphone, un rapport à l'image différent. Donc c'est un marché qui a souffert, qui a besoin de se réinventer. Donc c'est une économie comme toute l'économie de l'édition où parfois peu d'ouvrages permettent à un plus grand nombre de vivre. Voilà. Et puis on fait des paris. Il y a des ouvrages que l'on lance, pour reprendre vos termes, pour l'image, ou en tout cas parce qu'on pense qu'éditorialement c'est important que tel sujet vive. Voilà, que tel auteur ait la parole, etc. Et puis d'autres que l'on fait avec des visées plus directement commerciales. Voilà, il y a une péréquation qui s'installe. Est-ce que l'auteur doit être moins gourmand que s'il écrivait un roman ? Je crois en général, le roman, c'est, on va dire, 10% pour l'auteur. Dans le cas des beaux livres, c'est plus, c'est moins Alors, effectivement, ça dépend des maisons. Forcément moins, puisque dans les budgets de nos ouvrages, eh bien, on a un facteur non négligeable, très important, qui occupe des fois jusqu'à un tiers du budget de l'ouvrage. Pour ce qui nous concerne, c'est l'iconographie. Parce que les images coûtent très cher.
quand on voulait avoir des très beaux ouvrages illustrés, très illustrés. Dans certains de nos ouvrages, on a jusqu'à 600 illustrations. J'imagine que c'est pareil pour vous. Voilà, ça a un coût. Donc forcément, l'équilibre est différent. Et l'iconographie occupe une place très importante dans l'ouvrage. Sophie Peters, quand on offre un livre, quelle peut être l'intention de celui qui offre? Elle peut être malveillante. Vous avez une minute. Ça va me demander, vous voyez, je sais. Imagination sur sinon, je passe à la question suivante. Par contre, sur la bienveillance, non, ce que je trouve important, parce que ça parle quand même de ce qu'on va pouvoir partager ensemble. Et puis, juste rebondir sur cet objet assez particulier qu'est le beau livre, vous en avez un tout petit peu parlé tous les deux, c'est l'aspect aussi contenu. C'est-à-dire, on croit que c'est que de l'image, et il y a une attention très particulière qui est sur le contenu. Alors, je le sais pour avoir eu la chance qu'on me demande de participer à l'écriture d'un très beau livre, et c'était sur Christian Dior, ce qui m'a permis de découvrir l'homme, tout son monde, son imaginaire. Et du coup, je cite l'éditeur Stéphane Marion. Mais ce que j'ai trouvé fantastique, c'était que ça a demandé une grande exigence poétique dans l'écriture. Ouais. Ce que n'est pas un essai, ce que n'est pas un roman. C'est-à-dire que pour accompagner de très belles images, il y a aussi, et il faut le dire, une écriture particulière. Donc, voilà, une façon de s'y couler particulière. Pas de malveillance. Merci en tous les cas à tous les trois d'être présents sur le plateau de France Info ce soir. Tout de suite, place à l'actu avec les titres. Emmanuel Macron annonce un référendum pour inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. C'était une demande de la Convention citoyenne pour le climat que le chef de l'État a rencontré ce soir à Paris. Le dépistage massif du Covid a démarré au Havre et à Charleville-Mézières. Dispositif gratuit, sans rendez-vous sur la base du volontariat. Un bilan mitigé pour cette première journée avec 2000 tests environ en Normandie et 200 dans les Ardennes. Aux États-Unis, les grands électeurs votent à partir de ce soir et ils doivent confirmer le résultat du scrutin du 3 novembre. La victoire de Joe Biden devrait logiquement être confirmée. Et nous poursuivons notre dossier consacré à la folie des beaux livres. Et ce soir, nous avons été gâtés parce qu'on nous a apporté de beaux livres. On va vous en faire découvrir quelques-uns, à commencer par celui consacré par la Martinière à Jean-Louis Trintignant. Alors, Sophie Peters, vous disiez, c'est génial, parce qu'habituellement, on attend que les gens soient disparus pour faire des bouquins. Là, on a un bouquin qui est fait sur Trintignant, un beau livre, un livre collector, comme on dit, sur quelqu'un qui est... enfin, je ne dis pas qu'il est en grande forme, mais il est toujours en activité. Et ma foi, il est là et on est ravis qu'il soit là. On aurait eu le plaisir de le voir sur les planches s'il n'y avait pas eu le confinement, malheureusement. Oui. C'est un livre que j'aime particulièrement parce que c'est, figurez-vous, le premier beau livre sur Jean-Louis Trintignant, qui est un acteur que tout le monde croit... Non, voilà. Personne n'y avait pensé. Et c'est non seulement un beau livre, mais c'est un beau livre extrêmement personnel. Écrit avec un ami de près de 60 ans, Serge Corbert, qui l'a fait tourner dans un de ses tout premiers rôles. Et c'est un livre merveilleux parce qu'on y croise des grands noms, tous les grands noms que Jean-Louis Trintignant a croisés, et beaucoup d'anecdotes. Il a extrait, on parlait de l'iconographie des livres, il a extrait de ses archives personnelles des photographies jamais vues, pardon. Non, parce que dans ce cas-là, vous appelez Trintignant pour dire, vous donnez votre imprimatur, vous êtes d'accord? Oui, là, Serge Corbert, qui connaît, voilà, nous a apporté ce projet. Et Jean-Louis Trintignant s'est vraiment investi dans ce projet. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le beau livre a eu besoin de se réinventer. Les gens cherchent des partis pris éditoriaux très forts. Et là, c'est pas un livre sur un acteur lambda, c'est un acteur qui s'investit dans ce livre et c'est pour les gens qui aiment l'âge d'or du cinéma français des années 60-70, c'est merveilleux. Alors, chez Citadel et Masno, on a... et ça, c'est intelligent, parce que, comment dirais-je, vous prenez un sujet et vous le traitez transversalement. Il y a notamment l'argent dans l'art. Et là, vous prenez un truc qui intéresse vos lecteurs et l'argent qui intéresse en gros tout le monde. Et il y a forcément des histoires fascinantes à raconter, parce qu'il y a des arnaques, parce qu'il y a des prix parfois faramineux, parce qu'il y a parfois de bonnes affaires qui ont été faites par certains. Donc voilà, comment est venue l'idée et comment défendriez-vous ce livre ? Alors, c'est un projet qui nous a été apporté par l'auteur Nadège Laneri d'Agen, qui enseigne à l'école normale supérieure l'histoire de l'art. Et donc, c'est l'étude d'une obsession, en fait, l'obsession de l'argent qui est intemporelle dans l'humanité. Donc, elle part à peu près du Moyen-Âge
jusqu'à la période très contemporaine, en finissant l'artiste par des artistes femmes qui se sont intéressées à cette thématique de l'argent. Et donc, elle étudie tous les travers qui ont été montrés par les artistes, la condamnation évidemment par la religion, que ce soit la figure de Judas, Judas qui a vendu le Christ, que ce soit la figure de l'avaricieux, que ce soit la figure aussi des amours vénales, enfin tout. Un certain nombre de thématiques à travers de la peinture d'histoire, de la peinture de genre, des très belles natures mortes aussi, puisqu'on retrouve beaucoup des représentations dans la nature morte des Flamands du XVIIe siècle. Et donc c'est un ouvrage passionnant, puisque c'est une transversale qui est culturelle, historique, avec une très riche iconographie. Alors, là, audacieux aussi, un bouquin sur les légumes. Ça vous excite ? Je ne sais pas, en tout cas, à la Martinière, ça les a excités, ça donne un truc assez original. Ça, c'est quoi ? C'est vous surfez sur le... Alors, on surfe sur le succès... Il y a la fibre avec les légumes écolo. Ouais, il y a ça, vous avez raison. Il y a ça, il y a que en France en particulier. Qu'est-ce que vous allez nous raconter sur les légumes ? Le végétarisme, le véganisme se développe énormément. Mais au-delà de ça, on surfe sur les 3 très beaux livres de Régis Marcon, qui est un chef triplement étoilé, qui a son restaurant en Haute-Loire, qu'il a déjà fait chez nous sur les herbes, les légumineuses, les champignons. Et donc là, c'est son 4e opus, si j'ose dire. Et alors vous voyez, c'est un livre de plus de 350 pages, avec plus de 300 photos, avec du pas à pas, avec la présentation de plus de 60 variétés de légumes, dont certains très peu connus, et avec plus de 100 recettes. Et les gens aiment s'offrir un beau livre en cuisine pour suivre un certain nombre de recettes, voilà. Et on a la chance à la Martinière d'avoir un peu tout le spectre, puisque cette année, on a connu un immense succès avec les livres de Cyril Lignac qui se poursuivent à l'autre bout de l'échelle, si j'ose dire, des livres plus petits, plus accessibles en termes de prix. Voilà. Donc Régis Marcon, c'est vraiment un auteur fidèle qu'on est très heureux d'accueillir et qui surfe sur cet appétit qui ne se dément pas des Français pour la gastronomie. Ouais, je précise qu'il y a aussi chez vous un très beau livre sur les macarons avec la collaboration de Pierre Hermé. Chez Citadel, on a aussi un beau livre sur les arts décoratifs. Oui, là encore, c'est quand même exigeant. Très gros volume dans notre collection historique, L'art et les grandes civilisations. C'est une collection qui fête avec ce volume son 50e tome, en fait. Donc 3 auteurs féminines, un trio féminin très brillant qui fait une grande synthèse de tous les arts décoratifs en Europe depuis la Renaissance jusqu'aux années 30. C'est un livre formidable, une iconographie très abondante, il y a plus de 600 reproductions dans l'ouvrage. Et elle montre comment les arts décoratifs ont évolué au fil des siècles à travers les échanges, le dialogue des cultures, une étude particulière sur les matériaux et les techniques, puisque c'est fondamental, sur l'utilité des objets, sur les motifs, les formes, et puis aussi sur les marchands et les collectionneurs qui ont une grande importance dans les constitutions de collections d'art décoratifs. Alors pendant que vous parlez des fils, des livres... quelle est l'idée que vous avez vue chez un concurrent que vous auriez voulu avoir, rapidement ? Il y a le livre sorti il y a quelques années chez Michel Lafon, des photos de Thomas Pesquet, La Terre vue de l'espace, voilà, parce qu'on s'est arrêté au ciel, on aurait pu aller juste au-dessus. Voilà, et c'était un très beau livre. Voilà, c'était une Geneviève Rudolph. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé ? Alors j'aime beaucoup les ouvrages sur le Japon. Alors il y a un éditeur qui fait de très beaux ouvrages sur le Japon, c'est Philippe Piquet. Philippe Piquet, sur le Japon. Piquet, oui. Ouais. Et donc, il fait de très, très beaux... Quelle maison, ça ? Philippe Piquet. Ah, c'est l'éditeur, en fait. D'accord, c'est l'éditeur, pardon. Oui. Qui fait de très beaux livres sur le Japon. Ouais. Et alors, Sophie Peters, si on vous disait, j'aimerais, Sophie Peters, que vous écriviez un livre, un beau livre, sur quel sujet vous iriez ? Est-ce que la psychanalyse peut se prêter à la beauté, d'une certaine manière ? Oui, parce qu'elle peut se prêter à l'imaginaire, j'y reviens, et Freud parlait beaucoup du fantasme, mais en tout cas du voyage et du voyage intérieur. Donc il y aurait sans doute à imaginer, je ne sais pas, dans l'art ou dans l'histoire, comment les êtres humains ont voyagé intérieurement avec leurs propres représentations, puis finalement, le réel, ce n'est rien d'autre que nos représentations aussi. Donc il y a sans doute une histoire de la représentation à travers le monde, dans notre psychisme, et comment
on y a eu accès. En tout cas, moi, j'ai eu des idées de cadeaux ce soir, je vous remercie. Je sais exactement lesquelles. Et si vous avez des idées, Je dites-moi. ne dis pas, Je connais parce que deux si on éditeurs. m'écoute, Ça on peut va savoir à intéresser. qui Mais je c'est vais bien parce l'offrir. que là, c'est pour le coup, c'est transversal. Hein, voilà. Absolument. Merci à Merci. tous les trois Merci beaucoup. d'être passés Merci nous voir beaucoup. ce soir. À suivre la météo, le journal.